mais qui sont également destinés à n'importe quel rhumatologue مرحبا به, pour s'associer à cette initiative. Euh, le résident de ce soir, j'ai choisi un thème assez particulier sur le dépistage et le suivi des scolioses en rhumatologie. Et parce que c'est un sujet qui est assez complexe. Malheureusement, il y a une sorte de perte de, de magistère de la part de la rhumatologie qui est en pleine évolution et qu'actuellement, on s'oriente de plus en plus vers l'immunorhumatologie et on a tendance à oublier certaines pathologies, entre autres la scoliose. Alors, la scoliose, c'est un sujet qui est vague, très complexe, et il y a différents types de scoliose. Le type qui nous intéresse ici, c'est surtout la scoliose idiopathique de l'enfant et de l'adolescent. Parce que ce sont à ces moments-là, pendant la croissance, pendant la puberté, qu'on va faire le dépistage, le diagnostic et la prise en charge de la scoliose. On va parler également des scolioses secondaires. Ce sont des scolioses qui accompagnent, qui vont révéler un certain nombre de maladies, le plus souvent des maladies neurologiques, et on va traiter comme un diagnostic différentiel. Et je ne vais pas traiter les rares scolioses idiopathiques de l'adulte. En fait, ce sont des adultes qui arrivent avec une scoliose de nouveau et qui avaient des radiographies faites pendant leur enfance ou leur adolescence qui ne montraient pas auparavant de scoliose. Donc, c'est une scoliose qui apparaît au moment de l'adulte, mais qui est très rare. Et puis, vous avez les scolioses dégénératives qu'on voit chez les patients, soit qui ont des arthroses interapophysaires postérieures, qui donnent un glissement vertébral et qui vont donner des scolioses. Les kyphoscolioses, par exemple, de l'ostéoporose, ou bien les scolioses qu'on va avoir, par exemple, dans la maladie de Parkinson. Donc ça, c'est un chapitre qui est à part et on n'aura pas le temps de détailler tout ça. Donc le plus important, c'est les scolioses idiopathiques de l'enfant et de l'adolescence qui vont nous intéresser dans ce cours. Alors le mot scoliose vient du terme grec scoliosis qui veut dire sinuosité, comme c'est la sinuosité de ces fleuves ou de cette rivière. Et cette sinuosité vient en fait d'une rotation tridimensionnelle que va connaître la colonne vertébrale. Et cette déformation apparaît très tôt avec l'âge. On va voir les formes, à partir de quel âge on va voir apparaître cette déformation tridimensionnelle et qui va s'accentuer rapidement au moment de la croissance. Ça, c'est un fait qui est très important. Et donc, le diagnostic précoce est crucial qui devrait normalement passer par le dépistage scolaire. Et c'est durant cette période de croissance qu'on va détailler par la suite, c'est là où il faut rester vraiment très attentif parce que vous allez voir qu'on peut avoir des scolioses à petites courbures qui passent vers des courbures très importantes en l'espace de quelques mois, malheureusement. Donc, je décline ici les objectifs pédagogiques, c'est-à-dire à l'issue de ce cours, vous devez être capable de définir ce qu'est une vraie scoliose et de répondre, est-ce que la scoliose est idiopathique ou bien est-ce qu'elle est secondaire? Répondre à la question qui est de taille, est-ce que la scoliose est évolutive? Parce qu'on va voir que les scolioses ne sont pas toutes évolutives et vont nécessiter uniquement une surveillance sans aucune intervention. Et puis, comment est-ce qu'on peut définir le pronostic individuel au moment du diagnostic? Et on va parler par la suite des principes des traitements et du suivi et du dépistage. Donc d'abord, il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser chaque fois que vous allez voir dans votre consultation une patiente ou un jeune patient qui arrive avec une courbure rachidienne. La première question, est-ce que
il s'agit d'une vraie scoliose. Donc ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que les scolioses, les vraies scolioses, qu'on appelle des scolioses structurales, sont des déformations tridimensionnelles dans le plan frontal, sagittal et horizontal. Alors que ce qu'on appelle les attitudes scoliotiques sont en fait des déformations uniquement dans le plan frontal. Et ces attitudes scoliotiques sont beaucoup plus fréquentes que les scolioses vraies, que les scolioses structurales. Et le plus souvent, ces attitudes scoliotiques sont dues généralement à une inégalité des membres inférieurs, le plus souvent. On peut parfois les observer dans certaines situations, comme par exemple une attitude antalgique, comme l'attitude scoliotique ou l'attitude antalgique, par exemple, qu'on peut observer chez un patient qui a une sciatique avec une hernie discale. Alors, les caractéristiques de ces attitudes scoliotiques, c'est l'absence de la gibbosité. Vous aurez l'impression, quand le patient est debout, qu'il y a une asymétrie au niveau des omoplates. Mais lorsque vous le faites lorsque vous lui demandez de faire la flexion du rachis, il n'y a pas de gibbosité. Et ça, c'est fondamental parce que ce qui est pathognomonique de la scoliose, c'est la gibbosité. S'il n'y a pas de gibbosité, il n'y a pas de scoliose. Et puis, vous allez voir sur les radiographies deux éléments très importants. C'est l'absence de rotation vertébrale et la réductibilité sur certaines incidences. Et je vous montre ça tout de suite. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une attitude scoliotique chez un jeune. Et on remarque déjà qu'ici, il y a une bascule du bassin. Et cette bascule du bassin est due en fait à un membre inférieur droit qui est plus court que l'autre. Et cette attitude scoliotique, vous allez voir, lorsqu'on va mettre des cales sous les pieds, des cales qui, normalement, alors des cales, c'est des bouts de bois avec des hauteurs différentes, 2 cm, 2 cm, 1 cm. Donc, on va mettre progressivement sous le membre inférieur qui est court. Bien sûr, vous connaissez tous comment on mesure le raccourcissement du membre inférieur. C'est la distance entre l'épine iliaque antéro-supérieure et la malléole interne, ou bien la distance entre l'ombilic et la malléole interne. Et quand vous mettez ici les cales, sous son membre inférieur, déjà vous voyez ici qu'il y a une correction de l'alignement des crêtes iliaques et la disparition de cette attitude scoliotique. Alors, cette situation professionnelle est vraiment très, très fréquente. Et donc, il faut avoir des cales. Parfois, si on n'arrive pas à avoir des cales, on peut mettre, par exemple, des livres sous le pied et ça peut servir pour un débrouillage lorsque vous n'avez pas de cale en bois. Et vous voyez ici, lorsqu'on demande au patient de faire la flexion, on voit très très bien ici qu'il n'y a pas de gibbosité. Donc le fait qu'il n'y a pas de gibbosité, ça veut dire ça élimine cette fausse impression qu'il s'agisse d'une scoliose. Et sur les radiographies, ben, regardez ici cette radiographie, on dirait bien une scoliose. On dirait bien qu'il y a une scoliose parce que c'est une courbure rachidienne. Mais vous voyez cette déformation, on va la voir uniquement sur le plan frontal. Et quand on fait un zoom sur les vertèbres, on voit ici les pédicules. Ben, les pédicules sont en place. Les yeux de la vertèbre vous regardent de face. Donc il n'y a pas de rotation vertébrale. On voit également ici l'alignement de la ligne des épineuses qui est correct. Donc, lorsque vous êtes dans le doute, est-ce que c'est une scoliose vraie ou une attitude scoliotique? Bah, vous demandez au radiologue de vous faire une incidence debout et une incidence couchée. Et donc, quand vous faites l'incidence en position couchée, bah, l'attitude scoliotique va se corriger, elle est réductible et vous aurez un alignement parfait de la colonne vertébrale. Et vous voyez ici, chez ce patient-là, le raccourcissement du membre inférieur et on observe ici une hypogénésie de l'os iliaque, de l'os iliaque qui explique en fait ce raccourcissement du membre inférieur.
Alors, c'est la principale cause des attitudes scoliotiques et ils sont très fréquentes. Et généralement, ce sont de jeunes filles qui arrivent avec ce genre de déformation rachidienne et accompagnées de leurs mamans qui sont très inquiètes parce que il y a quelqu'un toujours qui va leur conseiller de faire un corset ou bien d'aller carrément vers la chirurgie, alors qu'il suffit de corriger le raccourcissement du membre inférieur qui est souvent minime et qu'on peut le corriger par une simple talonnette. Ici, vous voyez un autre exemple d'attitude scoliotique qui, en fait, est une attitude antalgique chez une patiente qui a une radiculalgie en rapport avec une sciatique discale. Donc, vous voyez ici la colonne, la déformation de la colonne, et vous voyez ici cette gibbosité qui, en fait, c'est une saillie de l'omoplate qui est due à une contracture des muscles paravertébraux. Et si on demande à la patiente, alors ici, c'est un peu difficile de la faire pencher en avant, parce que dans ce cas-là, vous ne verrez pas de gibbosité en antéflexion. Donc ça, c'est la première question auquel il ne faut pas tomber dans le piège de savoir faire la distinction entre une vraie scoliose et une attitude scoliotique. Maintenant, on va essayer de se débarrasser du diagnostic différentiel qui sont les scolioses secondaires. Alors, ces scolioses secondaires, en fait, ce sont des scolioses qui vont accompagner le plus souvent des pathologies neurologiques. Cette pathologie neurologique, le plus souvent, elle est connue depuis une longue date. Et la scoliose vient ici compliquer la maladie neurologique. Et parfois, le rhumatologue risque d'être confronté à avoir des patients, soit qui ne font pas le lien entre leur scoliose et leur maladie neurologique, ou bien on peut carrément voir des scolioses qui révèlent une pathologie sous-jacente. Et on va voir ici un certain nombre d'exemples. Alors, ces scolioses secondaires représentent 20% de l'ensemble des scolioses. Les scolioses structurales, les vraies structures idiopathiques, c'est à peu près 80% des cas. Alors, quand est-ce qu'il faut avoir le flair et faire attention et de dire, attention, je crois, ça c'est une scoliose secondaire. Alors, méfiez-vous des scolioses douloureuses, très douloureuses et enraidissantes. Souvent, la scoliose, il génère des douleurs modérées, voire carrément, il n'y a pas de douleur. Ça, on va le voir tout à l'heure dans la scoliose idiopathique. Lorsque vous avez des anomalies neurologiques, dans les anomalies neurologiques, il faut faire attention, il faut rechercher le syndrome tétrapyramidal, c'est-à-dire la vivacité des réflexes osteotendineux et le signe de Babinski. Mais souvent, on a juste une abolition du réflexe cutanéo-abdominal. Et le réflexe cutané abdominal, lorsqu'il est aboli, souvent il y a une atteinte encéphalique du système nerveux central ou bien de la voie pyramidale. Et l'abolition des réflexes cutanés abdominal est assez sensible comme signe neurologique pour vous orienter vers une scoliose secondaire et demander les examens complémentaires dans ce sens. Un autre élément, c'est les scolioses thoraciques avec la courbure du côté gauche. On va voir tout à l'heure que les scolioses idiopathiques thoraciques sont toujours du côté droit. Le fait de voir une scoliose thoracique avec la convexité du côté gauche, c'est toujours, il cache derrière une maladie le plus souvent neurologique. La présence d'un pied creux, une dysmorphie, une hyperlaxité, certaines lésions cutanées comme les vergetures, les taches café au lait pour la maladie de Recklinghausen ou bien cardiopathie congénitale qui rentre dans le cadre d'un syndrome dysmorphique doivent faire chercher une cause secondaire à la scoliose. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à chercher des cas similaires dans la famille, à demander un avis spécialisé chez le neurologue et de faire, en plus des radiographies, il faut faire une IRM. Parce que c'est l'IRM médulaire et encéphalique qui va nous orienter vers le diagnostic. Parfois, selon les cas, on peut demander par exemple les enzymes musculaires ou le l'EMG lorsqu'on suspecte une myopathie. Alors,
Les étiologies de ces scolioses secondaires sont généralement de trois types. Les, les plus fréquents, ce sont les scolioses paralytiques. On n'a pas scoliose paralytique, on fait les scolioses qui sont en rapport avec des maladies neurologiques, comme par exemple les infirmités motrices cérébrales, la poliomyélite, les myopathies, la céphalomégalie, la neurofibromatose de type 1 et de type 2. Donc, c'est ce qu'on appelle les scolioses paralytiques. Alors, ces scolioses, généralement, on va les observer dans les services de neurologie et ils sont traités en parallèle avec la maladie causale. Et puis, vous avez les rares scolioses malformatives sur des malformations vertébrales. Et puis, vous avez les rares maladies du tissu conjonctif, comme la maladie de Marfan, le Lobstein et Ehlers-Danlos. Alors, le Lobstein, c'est une sorte d'ostéoporose congénitale qui est due à une anomalie structurale du collagène. C'est elle qui donne le syndrome de fragilité osseuse avec des fractures ostéoporotiques qui apparaissent très tôt dans l'enfance. La maladie de Ehlers-Danlos et la maladie de Marfan touchent également le tissu conjonctif. Donc, vous voyez ici un exemple. Ça, c'est une jeune fille de 12 ans qui a, regardez ici, la scoliose thoracique, elle est du côté gauche. Ça, c'est pas une scoliose idiopathique, hein. D'emblée, il faut penser à une scoliose secondaire. Vous voyez ici la gibbosité qui persiste en position antéfléchie et sur l'IRM, on trouve là une syringomyélie avec une énorme pente médulaire. Donc ça, c'est une scoliose secondaire. Et là, c'est une scoliose qui a révélé malheureusement la syringomyélie. Ici, un autre exemple de maladie d'Ehlers-Danlos qui donne, c'est parmi les étiologies des hypermobilités articulaires. Donc, vous voyez ici, essayez de votre côté de faire ce mouvement, si vous arrivez à le faire, de faire la flexion du poignet quasiment à 90 degrés et de pousser votre pouce pour qu'il touche l'avant-bras. Vous pouvez pas le faire, hein. Pourquoi? Parce que ici, nous sommes devant une hypermobilité articulaire et la maladie d'Ehlers-Danlos, il peut donner des complications comme la luxation du cristallin, des insuffisances aortiques, mais entre autres, on peut avoir une scoliose et vous voyez ici la scoliose avec la gibbosité. Donc, ici, c'est un dernier exemple de séquelles de mal de pote. Le mal de pote, jusqu'à il y a quelques années, il était le triste privilège des enfants. Il y avait beaucoup de mal de pote chez les enfants. Et ça, ce sont des cas historiques de mal de pote vus dans les pays africains qui n'ont pas accès à un diagnostic précoce et qui peuvent parfois laisser des séquelles sous forme de syphose et de scoliose. Donc, on passe maintenant à la troisième question. Du moment qu'on a écarté les scolioses secondaires, où on demande, en plus de la radiographie, un avis neurologique, et n'oubliez pas de faire une IRM médulaire et encéphalique. Une fois qu'on a écarté ça, on est devant une scoliose idiopathique. Alors, les scolioses idiopathiques, c'est 80% de l'ensemble des scolioses de l'enfant. Alors, c'est ce qu'on appelle la scoliose structurelle, avec la rotation tridimensionnelle. C'est assez fréquent dans la population générale. Quand on fait des dépistages, c'est 2 à 4%. Donc, c'est assez fréquent et généralement, ça touche les fillettes, beaucoup plus que les garçons. Et on les observe généralement chez l'adolescent. C'est pendant l'adolescence qu'on observe ce genre de pathologie. Alors, on l'appelle idiopathique parce qu'en fait, on ne connaît pas très très bien l'origine, pourquoi ces garçons aussi fillettes font une scoliose. Parce qu'en principe, il n'y a pas de processus pathologique décelable. Ce n'est pas une scoliose secondaire, mais ce sont des déformations qui vont apparaître et qui vont évoluer rapidement pendant la période de croissance. Il y a un certain nombre d'hypothèses intéressantes. Donc, vous voyez ici, par exemple, nous avons la prédisposition génétique
parce qu'il y a des cas de scoliose la famille. Il y a un dysfonctionnement peut-être endocrinien qui explique que 80% des scolioses idiopathiques concernent les filles. Et puis, il y a un certain nombre d'explorations neurologiques qui mettent en évidence des dysfonctionnements au niveau de l'oreille interne, au niveau labyrinthique, au niveau de l'électroencéphalogramme, au niveau de la proprioception, mais ça reste des, des, des hypothèses. Je voudrais juste ici marquer un point qui est souvent rapporté par la maman sur le poids du cartable. A priori, le poids du cartable n'entre pas dans la cause, dans la pathogénie de la scoliose idiopathique. Chez quelqu'un, c'est pas lui qui déclenche l'apparition de la scoliose. Il peut la rendre douloureuse, mais c'est pas lui qui déclenche la scoliose. Donc voici ici un exemple d'une forme familiale de scoliose idiopathique. Donc le premier cliché ici, vous voyez une scoliose chez la grand-mère. Et vous voyez ici la scoliose chez sa fille, donc c'est chez la mère. Et vous voyez ici la scoliose chez le fils sur 3 générations. Et on constate en fait ici que c'est grâce au dépistage qu'on arrive à trouver ce genre de scoliose avec des courbures qui ne sont pas euh, très importante. Faites attention ici, c'est parce que le cliché, elle est à l'envers. Vous voyez ici l'opacité cardiaque, elle est à l'envers. Donc, ce sont des opacités thoraciques droites. Ils ne sont pas gauches. Donc, ce sont des scolioses idiopathiques et non pas secondaires. Alors, faites attention, il y a beaucoup de parents qui ont été surpris par la présence d'une scoliose chez leur enfant, chez leur fille, sachant que ils ne se sont jamais plaints auparavant. Les rachialgies ne sont pas très fréquentes au cours de dans le diagnostic, au moment de l'interrogatoire du patient. Souvent, ce sont la maman ou bien c'est l'entourage qui constate la déformation et ce qui pousse les patients à consulter. Alors, et quand on fait le diagnostic, au moment où on va annoncer le diagnostic de la scoliose, c'est à un moment-là qu'on va observer une augmentation des phénomènes douloureux. Et le plus souvent, la scoliose ne donne pas de rachialgie, même s'il y a 20% des adolescents qui rapportent quand même qu'ils ont eu des rachialgies. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire un dépistage. Moi, j'appartiens à une génération où on avait une infirmière qui passait une fois par an dans les écoles. On se mettait torse nu et on se penchait en avant et il voyait est-ce qu'il n'y avait pas une gibbosité. C'est comme ça comment on faisait le dépistage à l'époque. Je sais qu'actuellement, il y a plein d'études, d'écoles qui ont des infirmières qui sont attachées. Il y a une infirmerie et une infirmière, mais je ne sais pas est-ce qu'il y a le dépistage comme on le faisait avant. Alors, quand on veut prendre en charge une scoliose, il faut s'attendre à un certain nombre de mesures. C'est plein de mesures qu'on va passer ensemble dans ce topo. Donc, vous avez d'abord l'examen clinique. Alors, l'examen clinique, ce n'est pas uniquement l'examen du rachis, mais c'est également l'examen somatique et l'examen neurologique. L'examen neurologique est très important pour éliminer justement ces scolioses structurales. Donc, il faut faire un examen radiologique. Donc, je vais vous montrer les radiographies qu'il faut faire et comment on fait les mesures. Et puis, il faut faire une évaluation du niveau de maturation. Alors ça, c'est un chapitre que les rhumatologues ne maîtrisent pas très, très bien. Parce que il faut évaluer le stade de la maturation sexuelle. Et c'est la raison pour laquelle euh, on voit souvent les scolioses qui sont vues en milieu pédiatrique et essentiellement par les chirurgiens orthopédistes. Mais il faut acquérir euh, cette compétence parce que ce n'est pas très compliqué. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut retenir. Pourquoi? Parce que c'est pendant
la période de croissance après la puberté que les scolioses vont évoluer. Et c'est le moment où vous devez avoir un contrôle serré, un tight control, comme dans la polyarthrite rhumatoïde, où il faut voir régulièrement les patients. Il ne faut pas voir le patient une fois tous les ans, mais il faut les voir tous les 3 mois. Donc, à partir de ce bilan chiffré, le plus souvent, vous allez opter pour une abstention et une surveillance. Parfois, vous allez poser l'indication de faire, de confectionner un corset et exceptionnellement, on aura recours à la chirurgie. Mais tout va dépendre des mesures et de la cinétique que va prendre la vitesse que va prendre les courbures pendant la surveillance. Alors, l'examen clinique. L'examen clinique, il faut avoir l'œil. Vous voyez ici la première chose qui frappe. Un, vous avez ici l'asymétrie des épaules. Deux, la saillie scapulaire qu'on voit ici. Et puis, regardez ici la taille. La taille, il y a une asymétrie de la taille. Et puis, vous avez une asymétrie qui concerne cet espace-là qu'on voit ici, ce qu'on appelle la lucarne. Et il y a une asymétrie de la lucarne. Donc, ce sont des éléments qui vous permettre déjà, en position debout, de suspecter une scoliose. Et quand vous voyez chez certains patientes qui ont des scolioses sévères, on peut observer une asymétrie mammaire. Comme ici, par exemple, vous voyez du côté gauche, vous avez une proéminence du sein du côté gauche. J'ai mis ici la célèbre Elizabeth Taylor qui avait une scoliose très sévère et il se mettait toujours pour prendre des photos dans cette position pour cacher en fait l'asymétrie mammaire. Donc ça, c'est juste pour votre culture générale. Mais retenez ici la symétrie mammaire qui pose d'énormes problèmes psychologiques pour les filles à cet âge-là, qui est dû en fait à la saillie, c'est la gibbosité qu'on voit de devant de la partie antérieure. Et puis maintenant, on va aborder les mesures. Alors les mesures, sur le plan clinique, vous faites les mesures dans les 3 plans, parce qu'il s'agit d'une rotation tridimensionnelle. Donc, vous faites des mesures dans le plan axial, dans le plan frontal et dans le plan sagittal. Alors, dans le plan axial, ben, il faut constater la gibbosité. Alors, la gibbosité, vous demandez au patient de faire une flexion. C'est comme si vous voulez chercher la distance doigt-sol, mais vous pouvez le faire sur un sujet qui est assis sur la table d'examen et il fait la flexion de cette manière. Et vous allez observer de manière tangentielle est-ce qu'il y a une gibbosité. Alors, quand vous voyez une gibbosité, c'est pathognomonique de la scoliose. Hein. Alors, il faut la mesurer, ce qu'on appelle l'amplitude de la scoliose. Donc, vous voyez ici la distance qui passe par, c'est cette interligne qui passe par la colonne vertébrale. C'est cette hauteur-là, c'est la hauteur de la gibbosité ou bien l'amplitude de la gibbosité. Quand on mesure cette gibbosité, il y a un risque d'erreur en inter et en intra-observateur, mais généralement, ça ne dépasse pas les 2 millimètres. Donc, c'est assez fiable surtout pour le dépistage. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a des centres qui ont ce genre d'outils de mesure qu'on appelle des scoliomètres qui permettent de faire une mesure de l'amplitude de la gibbosité. Et cette gibbosité, on va bien voir sur le scanner, vous voyez ici, elle est due en fait à la rotation de la vertèbre qui ramène avec elle le gris costal et toutes les parties molles et qui va donner cette gibbosité en position antéfléchie. Donc, on voit très, très bien l'origine de la gibbosité. Donc, retenir, il faut mesurer cette distance-là, qui est l'amplitude de la gibbosité, et vous la notez dans le dossier. Deuxième mesure, dans le plan frontal, cette fois-ci, il vous faudra un outil de mesure qui est le fil à plan. Alors, le fil à plan, vous le mettez au niveau de C7, qui est l'épineuse la plus saillante au niveau du rachis cervical, et vous laissez le fil de plan tomber à la verticale et vous mesurez cette distance qui sépare le pli
interfécier et le fil du plan. Et vous la notez dans le dossier. Ça donne une idée sur la rotation de la vertèbre dans le plan frontal. Et puis enfin, vous allez terminer par les mesures qu'il faut faire dans le plan sagittal. Vous faites ça avec un fil de plan ou bien par rapport à une toise et vous mesurez les courbures physiologiques. Alors, les courbures ici, c'est la distance C7 fil, T5 fil, L2 fil et S3 fil. Généralement, la toise ou bien le fil va entrer en contact avec la cinquième vertèbre thoracique et avec la troisième vertèbre sacrée. Ça, ce sont les courbures physiologiques. Et normalement, la distance que vous allez trouver ici entre C7 et le fil est égale à la mesure qui existe entre le fil et la vertèbre L2. Ces deux mesures, généralement, elles sont égales. Ce qui va nous ramener à une sorte de classification qui est très importante pour les orthoprothésistes qui vont confectionner les corsets. Donc ça, c'est l'aspect normal qu'on vient de voir, c'est-à-dire vous avez le fil qui passe, qui touche ici la cinquième vertèbre thoracique et S3. Regardez ici, vous avez une kyphose dorso-lombaire. Ici, vous avez un dos qui est plat. Vous voyez ici, cette distance est augmentée. Et vous avez ici, par exemple, une hyperlordose lombaire avec une augmentation de la distance fil L2, de la distance fil T7 et fil C7. Ces mesures sont très importantes parce que celui qui va faire confectionner le corset, il doit corriger la déformation vertébrale dans l'axe X, Y et Z. Il ne suffit pas de remettre la scoliose à l'endroit, uniquement au niveau sur le plan frontal. Et puis, vous avez le fait d'avoir un dos plat. Généralement, ce sont des scolioses qui sont de mauvais pronostics et sont difficiles à traiter. Comme vous le voyez ici, un dos qui est plat chez ces jeunes filles, et vous voyez la distance qui sépare le dos par rapport au fil qui est maintenu à la verticale. Ça, c'est une scoliose thoracique droite. Donc, elle est secondaire et vous avez un dos plat. Alors, ça, c'est la clinique. Alors, la clinique, en gros, c'est la mesure de l'amplitude de la gibbosité, c'est la mesure du fil par rapport au pli interfécier et vous faites les mesures selon les courbures physiologiques. Maintenant, sur le plan radiographique. Alors, sur le plan radiographique, donc on va arriver ici à la mesure de l'angle de Cobb. Et pour mesurer l'angle de Cobb, donc il vous faut des radiographies de bonne qualité. Donc, quand vous demandez des radiographies pour scoliose, n'acceptez pas les clichés qui sont divisés en deux parties, où vous avez le rachis dorsal d'un côté et le rachis lombaire de l'autre côté. On n'est pas dans l'exploration des pathologies dégénératives ou bien de la spondylarthrite. Il faut faire des radiographies sur des cassettes de 30 sur 90 centimètres. Ce sont des grandes cassettes. Et il faut le noter sur le banc de l'examen. Alors, normalement, on devrait être capable, sur la radiographie de profil, de voir le conduit auditif externe et les têtes humérales, et les têtes fémorales, pardon. Et sur le cliché de face, on doit observer ici la base du crâne et les têtes fémorales. C'est à ce moment-là où on peut faire des mesures qui sont correctes. Et on demande aux techniciens de dégager les membres supérieurs. Il ne faut pas que les membres supérieurs soient pendants et qui vont se superposer sur la colonne thoracique. Il faut que la patiente se mette dans cette position-là. Je ne sais pas ce que vous arrivez à voir. Il met les deux mains sous le menton, de telle manière à ce qu'on ne voit pas ses membres supérieurs de part et d'autre de la colonne thoracique. Alors, on peut parfois faire des clichés en position ventrale.
Parfois, on peut demander l'âge osseux lorsqu'il s'agit d'enfants d'âge petit, lorsqu'on veut évaluer leur maturation sexuelle. Et puis, parfois, on peut demander, les orthoprothésistes vont évaluer ce qu'on appelle la réductibilité de la scoliose. Alors, la réductibilité de la scoliose, c'est-à-dire ils vont voir est-ce qu'elle est souple, est-ce qu'elle est raide? Elle est souple, c'est-à-dire que s'il va mettre le corset, il va pouvoir la réduire. Et donc, on va faire des clichés dynamiques. On dit que la scoliose est réductible lorsqu'on peut la corriger de plus de 50%. Elle est raide lorsque la réductibilité est inférieure à 30%. Donc, ça, ce sont des mesures pour la scoliose. Mais maintenant, il y a un système de mesure qui utilise les rayons ionisants. Un peu, comme le principe de l'ostéodensitométrie, qui est vertical. C'est quand même un prix Nobel de physique hein, en 1992 et qui permet de faire une acquisition automatisée de tout le rachis. Et en plus de tout ça, il permet en fait de vous donner toutes les mesures dont on va parler tout de suite, c'est-à-dire l'angle d'Occam. Et cet examen dit EOS, d'après ma connaissance, il y a, je crois, il y a un cabinet de radiologie à Casablanca qui dispose de cet examen, à ma connaissance, et il est très intéressant pour le suivi des filles. Pourquoi? Parce que une fillette qui arrive à la puberté, vous serez obligé de faire des radiographies presque tous les 3 ou les 6 mois. Et ça, c'est irradiant pour les seins. Et ça, c'est pas très, très bien. Il y a toujours une sorte de, de peur de voir apparaître des cancers du sein plus tard. Donc ça, c'est un examen qui est 10 fois moins irradiant qu'une radiographie standard et il est très intéressant. Par contre, je n'ai aucune idée sur le coût et ça a donné vraiment euh, une aide euh, très importante, surtout pour les neurochirurgiens lorsqu'on va opérer une scoliose. Parce qu'ils donnent toutes les mesures, toutes les rotations, tous les angles, c'est automatisé. Et si vous êtes là la semaine prochaine pour le jury, je vais vous présenter un cas où vous avez maintenant, on le fait avec l'intelligence artificielle qui permet de faire le diagnostic et le suivi. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors maintenant, comment est-ce que je vais vous faire la démonstration comment on calcule l'angle de Cobb, qui est une mesure qui s'effectue sur le plan frontal. Et normalement, tous les médecins, tous les résidents doivent être capables de faire cette mesure. Donc ici, je vais prendre le cas d'une scoliose thoracique droite. La première chose qu'il faut faire, d'abord, c'est de définir la vertèbre sommet. Alors, par définition, la vertèbre sommet, c'est celle-là, c'est cette vertèbre qui est la plus tournée. Alors, dans ce cas-là, c'est la TNF. Donc, celle qui est vraiment là, où il y a le maximum de rotation. Et on va définir 2 lignes. La première ligne, c'est ce qu'on appelle la ligne de la vertèbre limite supérieure. Ben, cette ligne-là, je vais la passer par la vertèbre qui est la plus inclinée dans la courbure, de part et d'autre du sommet. C'est-à-dire que j'aurai une vertèbre limite inférieure. Et cet angle-là, c'est l'angle de Cobb qu'il faut mesurer avec un goniomètre. Et puis, vous allez voir ici, de part et d'autre, ce qu'on appelle les vertèbres neutres. La vertèbre neutre supérieure et inférieure. Donc, pour résumer, la vertèbre sommet, vous faites votre ligne avec un crayon sur la vertèbre la plus inclinée, de part et d'autre du sommet, et vous faites la mesure de l'angle de Cobb. Parfois, quand vous tracez la ligne, surtout lorsque vous avez des courbures qui ne sont pas très, 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 très importantes, ben, vous dépassez le cliché. Cette ligne dépasse le cliché et on se retrouve à aller mesurer l'angle de Cobb à ce niveau-là, à l'extérieur du cliché. Ben, vous connaissez la loi de Pythagore, vous faites ici la verticale à cette ligne, et puis vous faites la verticale au niveau de la ligne inférieure et vous avez votre angle de Cobb à ce niveau-là.
Il faut le mesurer ici, mais non pas ici. Alors, cet angle de Cobb est très important parce que c'est grâce à ça qu'on va surveiller l'évolution de la scoliose. Alors, c'est une mesure qui est assez précise parce que les erreurs ne dépassent pas les 2 à 3 degrés en intra-observateur. Vous faites la mesure le lundi, vous la refaites le mercredi ou bien le vendredi en fin de semaine. Si vous avez trouvé au début 15 degrés, ben, une semaine après, vous trouverez 15 degrés, plus ou moins 2 degrés à 3 degrés. Et en inter-observateur, si un collègue va refaire la mesure, vous n'allez pas dépasser les 5 degrés. Donc, c'est une mesure qui est assez euh, euh, reproductible, à condition qu'on ait un bassin qui est parfaitement placé de face. Il ne faut pas qu'il y ait de rotation du bassin. C'est ça ce qu'on va garder comme repère pour les mesures dans la surveillance, parce que vous allez voir, dire qu'une scoliose est évolutive, c'est à partir de 5 degrés. À partir de 5 degrés. Donc, il faut faire attention aux fluctuations des mesures et de garder le bassin toujours de face pour comme repère. Et donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand est-ce qu'on va parler de scoliose? C'est que lorsque vous avez des angles de Cobb qui sont supérieurs à 10 degrés. Lorsque vous avez des petites scolioses de moins de 10 degrés, il faut vraiment rassurer la patiente et rassurer les parents, comme quoi c'est une petite courbure qui a peu de chances d'évoluer vers une scoliose, et ça, on va le voir tout à l'heure. Donc, retenez ce chiffre-là, à partir de 10 degrés, on parle de scoliose. Alors, quelques exemples. Donc, ça, c'est un exemple de Cobb. Alors, quand il y a la scoliose, quand il y a une courbure très importante, ben, les deux lignes se rejoignent sur le même cliché et vous calculez votre angle de Cobb. Ici, il est à 80 degrés. Ça, c'est une scoliose qui est très importante. Alors, sur le plan axial, on va aller faire une mesure au niveau de la vertèbre sommet. Dans la vertèbre sommet, il y a plusieurs façons pour calculer le degré de rotation de cette vertèbre. Vous voyez ici la méthode de Cottrell qui va faire ça en se référant à l'apophyse épineuse, ou bien vous avez la méthode de Nash et Mouet qui va se référer au pédicule, convexe. Et la mesure se fait de 0 à 4 croix. Donc en gros, on va diviser la vertèbre en 6 parties et on va voir un peu le déplacement par exemple, des pédicules. Ça, c'est 0. Ici, il franchit la première ligne, donc c'est une croix. Il passe la deuxième ligne, c'est deux croix, et ainsi de suite. Ça, on le fait uniquement sur la vertèbre sommet, mais maintenant, on ne le fait plus grâce à ce système EOS, qui donne une mesure automatisée. Et puis, vous avez les courbures physiologiques sur le plan sagittal. Chose qu'on a fait tout à l'heure avec le fil de plan. Maintenant, il faut le mesurer sur les clichés. Sur les clichés. Donc, vous avez ici la kyphose thoracique. Vous avez ici la lordose lombaire. Alors, la kyphose thoracique, on la mesure entre T4 et T12. Donc, c'est cette ligne-là qui passe par T4 et par T12. Et la valeur normale varie de 20 à 45 degrés. Et puis, vous avez la lordose lombaire. La lordose lombaire, on la mesure entre L1 et L5 et la valeur normale va de 40 à 60 degrés. Et donc, ces deux mesures-là vont nous donner une idée sur le fait est-ce que la scoliose est syphosante ou bien elle est hyperlordosante. Et ça, c'est très important pour la confection d'un corset parce que vous voyez que le fait de pouvoir se mettre debout et de marcher en équilibre, ce qui est la bipédie qui a été acquise par l'homme par rapport aux autres humanoïdes, aux autres mammifères, elle est due en fait par l'existence d'un équilibre au niveau du rachis. Et quand vous prenez par exemple une radiographie du rachis dorsolombaire et vous mettez une ligne verticale qui commence par le conduit auditif externe, il passe automatiquement par C6, par L3
Il passe par l'interligne L5-S1 et le centre des têtes fémorales. Cet équilibre-là permet en fait de rester debout en équilibre et de ne pas tomber. Dans la scoliose, malheureusement, on peut avoir une altération de ces mesures. Par exemple, ici, vous voyez par exemple que cette ligne verticale qui devrait passer du conduit auditif externe vers la tête fémorale, vous la voyez ici, elle est déplacée vers l'arrière. Et vous avez une flèche au niveau de T9. Ça, ce sont des mesures qui sont très intéressantes à prendre en considération pour réussir un corset. Et c'est la raison pour laquelle, méfiez-vous, le corset, ça coûte vers les 8000 dirhams en moyenne, et c'est une prescription médicale que l'assurance maladie rembourse. Donc, il faut l'envoyer à quelqu'un il faut avoir de bonnes coordonnées, à quelqu'un qui connaît la scoliose, qui connaît ses mesures pour pouvoir réussir le corset. Sinon, le corset ne va jamais être porté par le patient. Alors maintenant, je vais vous parler des formes topographiques des scolioses. Alors, les scolioses, j'aimerais bien avoir un petit break. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Est-ce que ça se passe bien pour vous? Vous faites ça sur le chat? Hum, J'arrive à voir le chat. Est-ce que vous voulez, ça se passe très très bien. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Vous voulez qu'on laisse les questions à la fin? Ben, si vous avez des questions, Malim Razi me dit tout va bien, merci. Bonsoir Malim. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer au fur et à mesure. Alors maintenant, euh, on va parler des formes topographiques. Alors la plupart des courbures, des scolioses sont à courbure unique. Donc vous voyez une seule courbure. Ça représente à peu près 70% des scolioses. Et puis, vous avez 30% de ce qu'on appelle les scolioses à deux courbures, ou bien ce qu'on appelle les scolioses combinées, ou bien on peut les appeler également les combinés, les scolioses doubles majeures. Donc, on va les voir tout à l'heure. Donc, vous voyez ici, ça, c'est la scoliose thoracique. Alors, ça, c'est la scoliose thoracique. On l'a appelée thoracique parce que le sommet de la vertèbre est situé entre D4 et D6 et ça représente 25% des cas. Alors, la convexité, elle est toujours du côté droit, dans les scolioses idiopathiques, parce que le côté gauche, bien sûr, ce sont les scolioses de type secondaire. La gibbosité ici, elle est importante et inesthétique. Et vraiment, c'est une catastrophe pour les fillettes. Pendant l'adolescence, c'est très difficile de le faire accepter. Le deuxième type topographique, ce sont les doubles majeurs, ce qu'on appelle les scolioses combinées. Alors, vous avez ici une scoliose dorsale droite et vous avez une scoliose lombaire gauche. Alors, les scolioses lombaires, elles sont toujours du côté gauche. Les scolioses dorsales, elles sont toujours du côté droit dans les scolioses idiopathiques. Ça représente 25% des cas et sont relativement peu apparentes. Pourquoi? Parce que ils sont à peu près équilibrés. La gibbosité, elle est minime. Et ce sont des scolioses qu'on va diagnostiquer malheureusement un peu plus tardivement par rapport à la scoliose thoracique, parce que dans la scoliose thoracique, vous avez la gibbosité. Et puis, vous avez un troisième type de scoliose qu'on appelle la thoracolombaire, parce que le sommet, il est situé au niveau de la charnière dorsolombaire, toujours du côté droit. Ici, là aussi, la gibbosité elle est un peu moins marquée que la gibbosité thoracique. Et puis enfin, vous avez la gibbosité purement lombaire, qui représente 25%. Vous la voyez facilement parce que le pli de la taille est complètement effacé et toujours la convexité du côté gauche et le sommet va être situé entre L2 et L4. Ce genre de scoliose lombaire sont assez bien tolérés et ce sont les scolioses qu'on observe généralement chez les garçons plutôt que chez les filles et généralement un peu tardivement dans l'adolescence.
Alors, quelques exemples. Je vous laisse voir ici une scoliose thoracique. Donc, le sommet, il est situé au niveau de D8. La vertèbre la plus inclinée, elle est située au niveau de D11 et au niveau de D4, ce qui permet de calculer l'angle de Cobb ici qui est à 52 degrés. Donc ça, c'est une courbure assez intéressante, très importante par rapport à la normale quand on dit à partir de 10 degrés. Donc vous voyez ici, c'est une scoliose thoracique qui est importante. Ça, c'est un autre exemple de scoliose thoracolombaire. Thoracolombaire, le sommet, il est au niveau de D12, les limites, c'est D9 et au niveau de L2, et vous avez l'angle de Cobb. Faites toujours attention lorsque vous utilisez cette technique mathématique, l'angle de Cobb, c'est la partie, c'est ce que vous mesurez en bas, c'est 35 degrés. Ce n'est pas cette mesure-là, hein. Si vous allongez cette ligne, vous allez sortir ici et vous trouverez 35 degrés. Donc, c'est cette mesure-là. Un exemple de scoliose lombaire, un sommet L2 et avec un angle de Cobb à 30 degrés. Et puis vous avez enfin les scolioses combinées. Vous voyez toujours la lombaire, elle est du côté gauche et la thoracique est du côté droit. Ici, le sommet est au niveau de L2, angle de Cobb à 41 degrés. Sommet D8, angle de Cobb 45 degrés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les scolioses combinées ou bien les doubles majeurs. Et puis vous avez les rares, les très rares scolioses thoraciques doubles. Vous avez une double courbure au niveau du thorax et sont généralement de très mauvais pronostics. Donc vous voyez ici la première courbure avec un angle de Cobb à 75 degrés, sommet des 10. Et puis vous avez une autre courbure qui est quasiment cervico-thoracique avec un angle de Cobb à 65 degrés et le sommet il est au niveau de D4. Ça, ils sont rares, heureusement qu'ils sont rares, mais ils sont généralement très difficiles à traiter. Alors, on arrive maintenant que vous avez fait vos mesures. Est-ce que c'est une scoliose évolutive? Alors, cette question, c'est le nœud de ce topo. Alors, pourquoi? Parce que votre attitude thérapeutique, le fait de prôner l'abstention et la surveillance, de faire, de confectionner un corset ou bien d'opérer le patient va dépendre de la vitesse évolutive de la scoliose, c'est-à-dire la cinétique de la mesure dans le temps. Et on va tout à l'heure revenir à les critères pronostiques parce que la première question que les malades ou la maman va poser ou bien les parents vont poser, docteur, c'est bien, c'est une scoliose à 20 degrés, mais est-ce qu'il risque d'évoluer? Et donc, vous devez normalement déjà vous prononcer sur le pronostic, est-ce qu'elle va évoluer ou pas? Donc, donc là, je vais ouvrir une parenthèse pour vous parler de la maturation osseuse et sexuelle. Parce que la vitesse de la courbure va augmenter progressivement et lentement, mais au moment de la puberté, ça va partir en vrille. Ça va passer rapidement. C'est là où vous devez faire votre tête contre eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut quantifier en termes de maturation sexuelle? Bah, déjà, la taille totale, debout et assise, et j'attire votre attention sur ça. La pilosité pubienne, le développement mammaire et l'âge des règles. Donc ça, ce sont des choses que les rhumatologues ne maîtrisent pas. Ça, c'est des choses que maîtrisent les endocrinologues et les pédiatres. Et il faut leur poser la question si vous ne savez pas faire la classification. La classification, elle est connue, c'est la classification de Tanner, qui permet de faire la stadification pour le développement mammaire et pour la pilosité pubienne. Mais pour garder euh, la- 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 un élément plus facile, c'est de voir la maturation radiologique. Alors, la maturation radiologique se fait pour les enfants, pour les grands
qui arrive à la puberté et à l'adolescence, c'est le score de Risser, que je vais vous montrer là. Pour les enfants qui sont au bas âge, en période prépubertaire, il faut faire l'âge osseux sur les radiographies des mains et des coudes. Ça, c'est les radiologues, ils le font. Vous demandez âge osseux, ils le font. C'est pour mettre un peu à quel moment on est dans dans la maturation sexuelle de l'enfant. Et donc, pour la puberté et l'adolescence, parce que c'est là où on observe la majorité des scolioses idiopathiques, ben vous voyez ici le noyau d'ossification. Alors, le noyau d'ossification va de la périphérie vers la région médiale au niveau de la crête iliaque. Et là, vous avez la classification des Risser. Le 1 tiers, c'est un stade 1. Donc ça, le stade 0 lorsque vous ne voyez pas d'ossification. Le stade 1, c'est le 1 tiers. Le stade 2, c'est les 2 tiers. Le stade 3, c'est la totalité de la crête iliaque. Le stade 4, il persiste en dessous le cartilage. Et puis, vous avez l'ossification totale. Donc, l'ossification totale. Alors ça va nous permettre de dire quoi? À quoi ça va servir de donner la classification de Risser? Donc voilà, la classification des Risser, je vais vous donner quelques exemples d'abord avant. Ça, c'est un Risser 3. Regardez ici le noyau d'ossification qui arrive au tiers. Donc c'est un Risser 3. Ça, c'est un Risser 4. Vous voyez ici le noyau d'ossification, mais en dessous, il y a toujours du cartilage de conjugaison. Et puis, vous avez un Risser 0. Donc, on voit même ici le cartilage de conjugaison au niveau de la tête fémorale. Alors, ce qui est important à retenir ici, c'est que l'âge de la puberté chez les filles n'est pas le même que chez les garçons. Les filles commencent leur puberté un peu plus tôt que les garçons. Il y a un décalage de 2 ans en moyenne. Pour les filles, c'est vers 10 14 ans. Pour les garçons, c'est 12 à 16 ans pour la puberté. Et les, la période où la scoliose va accélérer, c'est au milieu de la puberté, c'est-à-dire pour la classification de Tanner vers P2 ou dans la classification de Tanner P3, qui correspond en fait, qui correspond en fait à RICER 1 et RICER 2. C'est pour ça que il faut faire attention pendant cette période. RICER 1 et RICER 2, c'est là où la scoliose va accélérer. Et donc, c'est là où vous devez surveiller de très près les patients. Donc, retenez RICER 1, RICER 2, faire attention. Alors, cette évolutivité de la scoliose, qui est en fait cette vitesse, c'est cette vitesse qui va dicter la stratégie thérapeutique et c'est elle qui va nous pousser à faire un tableau de bord pour le suivi. C'est quand vous faites le suivi par la CRP ou bien vous faites le suivi par le DAS28. Ici, ça se fait par l'angle de Cobb et en fonction du temps. Et les mesures doivent être effectuées à un intervalle régulier, plus serré lorsque je suis en RICER 1, RICER 2, c'est-à-dire au moment de l'apparition de la pilosité pubienne et au moment de l'apparition des règles. C'est à ce moment-là où je dois faire attention. Pourquoi? Parce que pour une scoliose qui n'évolue pas, bah, vous continuez votre surveillance jusqu'à la fin de la croissance. Donc, il n'y a pas de traitement justifié, il n'y a pas de port de corset. Je parle des scolioses qui n'évoluent pas. Pas d'évolution, abstention thérapeutique. Alors, comment est-ce qu'on va prédire la vitesse évolutive de la scoliose? Il y a un certain nombre de critères pronostiques qui sont au type de 4. Vous avez l'âge de survenue de la scoliose, la topographie de la scoliose, l'angle de Cobb initial et le stade de la maturation osseuse et sexuelle. Ce sont les 4 éléments qui vont vous dicter, en fait, le délai que vous devez vous imposer à vous-même et à votre patient pour la surveillance de la scoliose. Donc, ici, vous voyez, selon l'âge de la découverte, vous avez les scolioses selon l'âge d'apparition.
Les scolioses du nourrisson, généralement celles qui apparaissent avant 1 an, elles sont généralement résolutives. Les scolioses infantiles et juvéniles sont généralement de mauvais pronostic. Les plus graves, ce sont elles qui apparaissent avant l'âge de 3 ans. C'est là où vous allez voir qu'à cause de ça, on va mettre un corset qui est très spécifique, très particulier que le corset de Milwaukee. Plus on avance vers l'âge, plus la scoliose n'est pas très évolutive. Les moins évolutives, ce sont les scolioses qui apparaissent au moment de l'adolescence après les premières règles. Après les premières règles sont les moins évolutives. Mais avant, mais avant les règles, entre 11 ans et vers les premières ménages, il faut faire attention. Donc ça, c'est l'âge de découverte. Et vous voyez ici sur ce tableau, bien déjà sur ce tableau, la cinétique de l'évolution de la scoliose. Vous voyez ici, les scolioses des adolescents sont les moins évolutives. Les scolioses les plus évolutives, ce sont les scolioses infantiles et juvéniles. Donc ça, c'est déjà un facteur pronostic. Deuxième élément pour prédire le pronostic, c'est le type de la scoliose. Retenez, thoracique, elle évolue rapidement et elle est de mauvais pronostic. Lombaire, elle est d'assez bon pronostic. Je l'avais déjà dit tout à l'heure. Les scolioses lombaires, lorsqu'on les suit, vous voyez ici, il y a 9%, donc ça c'est une cohorte de 241 scolioses, il y a 9% qui va au-delà de 70 à 100 degrés. Et il n'y a aucun enfant qui dépasse les 100 degrés. Donc il évolue lentement, alors que les thoraciques évoluent rapidement. Et puis vous avez l'angle de Cobb initial. Alors, vous avez vu tout à l'heure qu'on parle de scoliose à partir de 10 degrés parce que les scolioses qui ont moins de 10 degrés dans la mesure, la probabilité de progression, vous voyez ici, elle est de 2%. Plus l'angle de Cobb augmente, plus la progression augmente, le risque de progression augmente. Entre 10 et 20 degrés, vous avez 10% de chances que ça évolue. Et lorsque vous avez entre 20 et 30 degrés, c'est 78% de chances que ça va évoluer. Donc, plus l'angle de Cobb augmente, plus le risque d'évolution augmente. Et le seuil critique qu'il faut retenir, c'est 30 degrés. Moins de 30 degrés, vous avez 50% de chance. Plus de 30 degrés, 100% de chance, ou de malchance. Et puis, vous avez le RICER. Ben, j'ai dit tout à l'heure, entre RICER 1 et RICER 2, il faut faire attention parce que ce sont le moment le plus propice à la scoliose d'accélérer. Et on va arriver à ce chapitre qui a été publié depuis longtemps par une certaine Madame Duval-Bopper. Vous voyez ici la première publication remonte déjà en 1970, parce que cette dame-là qui travaillait dans un centre de rééducation de Gach n'était pas médecin, mais elle était rééducateur et il s'est intéressé énormément à la scoliose. Et il a observé que lorsque on mesure l'angle de Cobb que vous voyez sur cette courbe, il va s'inscrire en 3 segments. Donc le premier segment qui est en vert, qui est un segment pré-pubertaire, le point P, c'est le début de la puberté. Vous voyez ici la pente, elle est lente. C'est-à-dire que la scoliose évolue, mais lentement. Ce que vous voyez, c'est les petits points, ce sont les angles de Cobb. Donc là, il passe par exemple de 15 degrés à 25 degrés sur à peu près 3 ans. Mais au moment où il franchit le point P, qui est le début de la puberté, ça accélère de manière exponentielle. Et c'est ce segment-là, on l'appelle le segment pubertaire. Et méfiez-vous des gens qui pensent que après les règles, après les règles, il n'y a plus d'évolution de la scoliose. C'est faux. Même après les règles, la scoliose va évoluer rapidement et il va se mettre en position horizontale, c'est le troisième segment, lorsqu'on arrive au RICER 4. C'est-à-dire lorsqu'on arrive carrément à l'ossification complète de, de, la,
de la crête iliaque. Et c'est à partir de ce moment-là où aussi on a à proposer une chirurgie. C'est le moment propice parce que la, on peut mettre du matériel d'ostéosynthèse parce que la croissance est déjà finie. Et regardez ici un exemple d'une scoliose à l'âge de 10 ans et 8 mois. Ben, regardez le premier cliché et voyez la courbure, elle était à 15 degrés ici. Après 2 ans, la courbure est passée à 90 degrés. Parce qu'en fait, c'est cette fillette, c'était la période de la puberté et ce moment de la croissance, il y a un problème au niveau de la croissance, au niveau des vertèbres, qui fait qu'ils vont faire une rotation et qui vont donner une courbure. Et donc, il ne fallait pas la lâcher dans la nature et la revoir 2 ans après. Il fallait la surveiller tous les 3 mois. Donc, faites attention. Et donc, vous voyez ici un diagramme qui est fait sur un papier millimétré ou bien sur la courbe de croissance. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe ici. Donc, vous voyez ici, à l'âge de 9 ans, on trouve une scoliose. L'angle de Cobb, il est à 10 degrés, donc c'est ce petit point-là. D'accord? On revoit le patient après, et vous voyez ici, vers l'âge de 10-11 ans, on a deux mesures qui montrent une progression de la scoliose vers entre 27 ou jusqu'à 31 degrés. C'est le cas, ce qui n'est pas bien. Et donc, à ce moment-là, euh, on fait un corset et on refait les mesures dans l'angle de Cobb. Et vous voyez ici que l'angle de Cobb s'est stabilisé pendant la période de port du corset entre l'âge de 11 ans et de 13 ans. Et donc, il aurait pu porter ce corset un peu bien avant l'évolution de l'angle de Cobb durant la période de la puberté. Et l'évolution, là, vous voyez ici, chez ce patient, il a été à peu près de 10 degrés par an. Donc, c'est ça l'erreur à ne pas commettre, c'est de lâcher les patients. Donc, en résumé, les facteurs pronostiques, les lombaires sont moins évolutives, plus l'âge de découverte est jeune, c'est pas bien, plus de 30 degrés d'angle de Cobb, c'est pas bien, et puis méfiez-vous du stade 1 et du stade 2 de Richter. Un autre exemple, ça c'est une fillette, l'angle de Cobb à l'âge de 10 ans était à 12 degrés, elle est passée à 18 degrés. Et regardez, entre l'âge de 11 ans et l'âge de 12 ans, elle est passée carrément à 32 degrés. Et puis s'est aggravée rapidement à 45 degrés pendant la période du RICER 1, RICER 2, pour se stabiliser avec le RICER 4. Et ça vous donne la courbe dont on a parlé tout à l'heure de Madame Duval-Beaupère. Alors, les formes évolutives, on va aller un peu plus rapidement. Donc, les scolioses évolutives, ce sont les scolioses de l'adolescence. C'est les seules qui justifient un traitement. Ah. Si la scoliose n'est pas évolutive, on la laisse tranquille. Ça représente uniquement 10%. Donc, on ne va pas mettre les cancers à tout le monde ou bien opérer les gens à tout le monde. C'est uniquement 10%. Les scolioses qui sont peu évolutives ou bien à stabilité angulaire, ça représente à peu près 10%. Ce sont les plus fréquentes, en particulier le dépistage scolaire, c'est-à-dire on trouve une petite scoliose par exemple à 12 degrés, on va la surveiller, on ne met pas de corset et généralement ça se passe bien et on la laisse tranquille. Et puis vous avez des scolioses spontanément régressives, ça on peut les observer, d'accord, chez des enfants jeunes avec une angulation faible. Dans la surveillance, ça représente 10%. Et puis, vous avez les scolioses non évolutives. C'est la grande majorité, ça peut aller de 30 à 75%. Donc, ce sont des scolioses qui ont une évolution qui est nulle. C'est-à-dire, vous faites les radiographies et ça n'évolue pas, ou bien ils ont une évolution qui est très lente et qui ne permettent pas de dépasser le cap du 20 ou de 30 degrés en termes d'angle de Cobb. Donc, en gros, ce que vous voyez ici en rouge, ce sont les scolioses évolutives qui nécessitent et prises en charge représentent 10% de l'ensemble des scolioses. Alors, le suivi, ben, ça doit être fait tous les 3 à 4 mois. D'accord? De la puberté jusqu'à la fin de croissance, jusqu'à RICER 4 ou 5. Après, c'est tous les 6 mois. S'il n'y a pas,
S'il n'y a pas d'évolutivité ou s'il y a une abstention thérapeutique, vous pouvez espacer à 6 mois. Mais sinon, c'est tous les 3 à 4 mois. Et il faut faire les mesures de l'angle de Cobb et l'indice de Risser. Et le cliché doit être fait une fois par an. Et c'est là où intervient le EOS qui n'est pas très irradiant pour la protection mammaire chez les filles. Donc, c'est tous les 3 4 mois pendant entre Risser 1 et 2. Et puis, pour la prise en charge, je vais juste, on ne va pas s'étaler sur la prise en charge parce que c'est un peu compliqué. D'accord? Alors, les moyens thérapeutiques, alors le but du traitement, c'est d'arrêter l'évolution de la scoliose. D'accord? Alors, les gens pensent qu'avec votre traitement, vous allez réduire la courbure. La courbure, on ne peut pas la réduire. On va arrêter l'évolution de la courbure. D'accord? Alors, les moyens, il y a d'abord l'abstention thérapeutique et la rééducation fonctionnelle. Nous avons les corsets et puis nous avons la chirurgie. Alors, quand est-ce qu'on parle de progression en termes d'angle de Cobb lorsque vous avez une progression de plus de 5 degrés entre deux radiographies? Si vous faites une radiographie espacée par exemple de 3 ou 4 mois, si vous avez une différence en termes d'angle de Cobb qui est supérieure ou égale à 5 degrés, vous dites cette scoliose est évolutive et vous mettez le corset. D'accord. Alors, en gros, en gros, pour des scolioses entre 20 et 25 degrés, d'accord, à condition qu'il ne soit pas évolutive. Ça, c'est très important. Si elle n'est pas évolutive, vous pouvez vous contenter de la surveillance et de la rééducation et vous faites une surveillance tous les 6 à 12 mois jusqu'à la fin de la croissance. Pourquoi tous les 6 à 12 mois? Parce que la scoliose est jugée non évolutive. Donc 20 à 25 degrés, vous pouvez ne pas proposer de corset. Alors, entre 25 et 45 degrés, alors là, c'est une scoliose quand même qui est très importante. Il y a un risque de progression parce qu'elle dépasse le cap des 30 degrés dont on a parlé tout à l'heure et il y a un risque élevé d'aggravation. Il faut mettre un corset. Alors, rapidement, vous avez plusieurs types de corsets. Corset de Milwaukee, ça c'est pour les petits garçons. Vous avez ici le corset CTM, et là, vous avez les corsets de Caen, ou bien les corsets de Boston aux États-Unis, qui a un corset d'hypercorrection. Alors, rapidement, je ne vais pas trop détailler ces corsets. Alors, le corset de Milwaukee, c'est pour les scolioses infantiles de moins de 10 ans. Ce sont les petits-enfants. D'accord? Alors, c'est un corset qu'il faut porter 23 heures par jour. Ou le corset CTM ou bien Cello, ça c'est pour les scolioses évolutives juvéniles ou de l'adolescent, qu'il faut porter également 23 heures par jour. Il est facilement dissimulable. Et puis vous avez le corset de Caen, d'hypercorrection, qui est maintenant le plus prôné par les adolescents. Pourquoi? Parce que il n'est porté que pendant le sommeil, c'est-à-dire entre 21 heures et 7 heures du matin. Et donc, il va l'enlever pour partir à l'école. Donc, ça, c'est pour les scolioses, les fameuses scolioses qu'on va observer chez l'adolescent qui est presque sur le point de finir sa croissance. On peut se permettre de mettre ce corset. Donc, un exemple de corset de Milwaukee, ça, c'est une fillette de 2 ans. Il a une scoliose thoracolombaire de 60 degrés. Donc, vous voyez, à l'âge de 6 ans, on a pu obtenir une correction quasiment parfaite avec le corset. Mais c'est un corset de Milwaukee qu'il faut porter 23 heures par jour. Plus la durée du port du corset est respectée, plus la probabilité de récupération de la courbure augmente. Ici, ça, c'est le corset en hyper correction le fameux corset de Caen. Donc là, vous voyez ce qu'on appelle les corsets en situation de bending parce qu'il va corriger la scoliose qui est ramenée à 0 degré. Donc là, l'alignement, il est obtenu grâce au corset. Si vous enlevez le corset, vous allez retrouver
la scoliose. Et donc, finalement, l'objectif, quand on met un corset, c'est d'arrêter l'aggravation de la courbure. Donc, regardez ici cette courbe. Donc, ici, vous avez un gamin. Avant, il a eu un corset en plâtre. Il a été mal supporté. Ils ont mis ici un corset en plexiglas. Et donc là, ils ont ramené la courbure à 27 degrés. Là, vers l'âge de 17 ans, il a arrêté sa croissance. Il est à RICER 5. On enlève le corset. Et puis, vous avez la scoliose qui reste stable à 30 degrés à l'âge de 19 ans, à l'âge de 21 ans. En d'autres termes, vous rentrez avec un angle. Si vous rentrez à 30 degrés, vous mettez un corset, vous sortez avec un angle de 30 degrés. C'est ça, en fait, la philosophie de la chose. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y a une réduction, un alignement avec le corset. Et c'est pour cette raison qu'il faut traiter très tôt, il faut faire le dépistage. Alors, la chirurgie, c'est au cas par cas, c'est normalement pour les grandes courbures, euh, au-delà de 45 à 50 degrés, c'est à partir de ce moment-là où il faut contacter un neurochirurgien pour faire une arthrodèse. C'est une chirurgie qui est lourde, hein. Vous voyez ici une arthrodèse vertébrale postérieure chez une jeune fille qui a une scoliose thoracolombaire avec une énorme gibbosité. Et donc, vous avez ici un alignement et la disparition de la gibbosité avec l'arthrodèse. Alors, là, chez la chirurgie, c'est très américain. Les corsets, c'est beaucoup plus européen. Donc là, les Américains opèrent beaucoup plus les scolioses. Et donc, un petit mot sur le dépistage. Alors, le dépistage, pour finir, voilà, là, on parle de dépistage scolaire. Quand on fait un dépistage scolaire, dans la grande majorité des cas, si vous tombez sur des scolioses, généralement, ce sont des scolioses à petite courbure, 10 à 20 degrés. Mais pour le reste, vous voyez, c'est très rare de trouver une scoliose au-delà de 30 degrés. C'est 2 pour 1000 ou bien 1 pour 1000. Alors, le dépistage doit être fait pendant la période pubertaire, c'est l'âge entre 8 et 15 ans. Il faut le faire une fois par an. Une fois par an par une infirmière scolaire. Alors, il faut faire pencher les patients en position antéfléchie. Le signe le plus sensible et le plus fidèle, c'est la gibbosité. Elle est exceptionnelle d'avoir des faux négatifs. Alors, la seule gibbosité qui va être radiographiée, ce sont les gibbosités dont l'amplitude est supérieure à 10 mm. L'amplitude, c'est la hauteur dont on a parlé tout à l'heure. Moins de 10 mm, on va les surveiller sans faire de radiographie. La radiographie, elle sert uniquement pour la confirmation. Alors, quand on fait le dépistage dans une population, on voit une diminution spectaculaire de la chirurgie. Alors, avant, ça se faisait au Maroc et malheureusement maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est. Si vous êtes intéressé par, ça peut être une idée de travail, de faire par exemple un dépistage scolaire de la scoliose dans la région de Marrakech, par exemple, parce que c'est des scolioses négligées, c'est un retentissement psychologique et plus tard, c'est un retentissement sur la fonction respiratoire et sur la fonction cardiaque. Alors pour le sport, euh, il y a des gens qui veulent des certificats pour le dispense du sport. Le sport n'est jamais requis dans ce genre de situation pour les scolioses. Parce que malheureusement, ce n'est pas une affection longue durée au Maroc. Donc il y a une part de charge pour la famille parce que la confection des corsets et les corrections qu'il faut ajuster parce qu'il faut faire des corrections avec parce que les enfants grandissent, ça coûte de l'argent, ça coûte très cher. Alors, le rhumatologue était expert, mais malheureusement, on est en train de constater une perte de savoir-faire en termes de scoliose. C'est pour ça que j'invite les jeunes lauréats d'aller faire des diplômes interuniversitaires. Il y en a à Lyon, à Nancy, à Garches. Et c'est très intéressant euh, comme domaine d'expertise pour la population qui souffre de cette affection. Je crois qu'on est arrivé, on a mis beaucoup de temps, on est à 79 minutes. Et donc, si vous permettez, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, je suis à vous.
pour les réponses. Donc, je vais basculer vers le, le YouTube pour voir dans le chat si vous avez des questions. Je suis à vous pour les réponses. Alors, si vous avez des questions, envoyez ça sur le chat de YouTube. Alors, j'ai Raniel Alaoui qui me pose la question concernant la rééducation en cas de scoliose. Ben, la rééducation est réservée pour les petites scolioses dont la courbure est inférieure autour de 20 degrés, qui ne dépasse pas les 30 degrés pour l'angle de Cobb, où il faut faire il y a un phénomène qu'on appelle la vachie, c'est-à-dire les gens ne se tiennent pas correctement à la classe, donc ils se mettent en position un peu en avachi. Donc, il faut leur apprendre la posture, les bonnes postures, et faire de la gymnastique respiratoire. Et pour les jeunes filles qui ont de la douleur, donc il faut faire de la rééducation antidouleur. Donc, en gros, c'est surtout pour garder une bonne gymnastique respiratoire et une bonne fonction respiratoire. Alors, qu'est-ce que je suis très heureux de vous avoir parmi nous. Euh, alors, les corsets, moi, j'ai une adresse à Casablanca euh, qui fait ça. C'est Proteor. Proteor, vous pouvez chercher ça sur Google Maps. Ils sont très sérieux. Ils ont été invités il y a un bon moment dans les journées du professeur Abdellah Mghraoui, les journées de l'hôpital militaire, avec un certain docteur Khiren qui fait de la chirurgie infantile. Et ils ont des corsets qui sont très bien faits et ils savent faire le suivi. La société s'appelle Proteor. Je vous écris ici Proteor. Je ne fais pas de la pub, hein, je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais j'adresse mes malades chez eux. Alors, j'ai déjà répondu pour la place de la rééducation. Alors, l'intérêt du sport, enfin, toutes les activités sportives sont les bienvenues dans la scoliose. Et parmi les meilleurs, c'est le tennis. La natation, bien sûr, parce que ça renforce la musculature, mais il n'y a pas d'indication particulière pour un sport. Ben, s'il n'y a pas de questions, ben, je vous remercie énormément pour le temps que vous avez voulu nous consacrer à nous écouter. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se donne rendez-vous pour le prochain Rési Zoom. Ça va être, je crois, le professeur Bahiri qui va nous parler, je crois, de l'échographie de la hanche. Ben, je vous remercie pour votre attention et bonne fin de soirée.